On est content avec Damien, avec Emmanuel Schumberger, le président de l'Industriel, de vous retrouver encore ce soir pour une soirée assez exceptionnelle, puisque nous avons le grand honneur de recevoir un des plus grands ingénieurs du son français, mais je dirais même du monde, Jean-Paul Mugel, que vous pouvez applaudir. Bonsoir. Pas mal comme intro, ça. Je vais en quelques mots parler de Jean-Paul, puis après on lui posera des questions. Il suffit de regarder sur IMDb ou voilà, n'importe quel site de cinéma sa filmographie. Je pense que vous serez extrêmement impressionné, puisque de William Friedkin, dont il va vous parler de son retour d'expérience sur ce film démentiel, dont le tournage a été démentiel. Ouais, démentiel. Et puis le film est démentiel. Démentiel. Jusqu'à Don Giovanni de Joseph Losey, Almodovar, Oliver Stone, Julian Schnabel, qui encore oublierais-je, Wim Wenders, évidemment, Palme d'Or, Paris, Texas. Voilà. Les ailes du désir, enfin tous ces films merveilleux. Voilà. Tout ça, c'est Jean-Paul, et j'en oublie et tu compléteras. Vous pouvez tout retrouver, une partie de ça, dans le livre qui est toujours en vente. Voilà. Voilà. Donc, nous allons faire 45 minutes avec Jean-Paul, qui va revenir sur son expérience, comment il en est venu à devenir ingénieur du son, et sur son expérience donc sur ce film que vous allez voir après en projection. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce du film et ensuite place à la parole. Donc voilà, ça vous donne un aperçu, je crois rien que le film et des extraits de ce qu'a dû être le tournage. Donc Jean-Paul, pour notre public, peut-être peux-tu nous parler de ton parcours déjà, comment tu es devenu ingénieur du son, qu'est-ce que représente le son français, hein, puisque ça c'est une réalité, et ensuite on te posera des questions par rapport au film. D'accord. Bon, déjà, moi, je viens du sud de la France, de Perpignan. Et donc, pour travailler dans le cinéma, il fallait monter à la capitale. Et je suis venu à Paris pour suivre l'école Louis Lumière. Donc, j'ai fait l'école Louis Lumière. Et c'est vrai que quand on est sorti de l'école, on avait appris beaucoup de choses, mais pas du tout à percher. Donc, après, j'ai essayé de commencer à travailler. Et heureusement, je suis allé travailler à Tel France, qui était un endroit qui faisait des feuilletons télé. Et qui avait un ingénieur du son qui adorait comme ça transmettre son savoir et qui a formé des grands perchemans français comme Bernard Chaumeil
qui a travaillé avec Pierre Gamet tout le temps, Denis Carquin, qui était avec Le Noir, Stéphane Vandenberg et moi-même. Et donc là-bas, moi j'ai dû rester là-bas 2-3 ans. Et puis après, je cherchais à travailler un petit peu dans le cinéma. Et Jean-Louis Ducarme, qui était ingénieur du son, qui travaillait avec Lelouch. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de travailler seul. Il travaillait, donc il n'y avait pas de perchman. Et là, Lelouch allait faire Le Bon et les Méchants, qui était un gros tournage pour lui. Et donc, il avait besoin d'un perchman. Il n'en avait pas. Et il a décidé de me prendre. Donc là, j'ai travaillé avec lui sur ce premier film. Ça s'est bien passé. C'était un film tout caméra à la main, à la Lelouch. C'était un peu compliqué pour un perchman débutant. Mais à la suite de ça, il m'a proposé le film suivant. Comme lui, il avait travaillé avec Friedkin, parce que Friedkin était venu, il était venu chercher un ingénieur du son pour faire la partie de L'Exorciste qui se passait en Irak. Je ne sais pas pourquoi il devait prendre un Français à ce moment-là, et de toute façon, il avait décidé qu'il voulait l'ingénieur du son qui faisait les films de Lelouch. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à faire travailler Jean-Louis Ducarme. Et voilà, donc on s'est trouvé pour partir faire Sorcerer. Alors juste, Jean-Paul, avant d'entamer sur Sorcerer, est-ce que tu peux nous parler quand même de cette spécificité de la prise de son directe française, qui est reconnue mondialement et voilà. Oui, bon, ça venait surtout de la nouvelle vague. C'est-à-dire que la nouvelle vague, les films de Godard, les films de Truffaut, ont été faits tous en son direct. Et les Américains étaient assez étonnés parce qu'aux États-Unis, à ce moment-là, toute la technique était trop lourde, etc. Et ils abandonnaient le son. Et ils disaient de toute façon, le son, ils pouvaient le refaire après en studio. Alors qu'en France, on arrivait à partir en décor naturel. Et les ingénieurs du son travaillaient avec le nagrin en bandoulière. Et le perchman travaillait très près du cadre, ce qui ne se faisait pas aux États-Unis. D'ailleurs, moi, j'ai un ami qui est Patrick Blossier, un directeur de la photo, qui avait travaillé avec Los Alvarez à Los Angeles. Et comme il avait l'habitude de travailler avec des ingénieurs du son français, il a dit au perchman, mais je ne te vois pas dans le cadre, tu peux descendre, tu peux gagner. Et le perchman a dit, oh non, je suis très bien là. Il était à 2 mètres au-dessus et il restait avec son micro-canon à 2 mètres au-dessus du cadre. Donc c'est sûr s'ils ne font pas le même son. Mais c'est aussi parce que le son est moins bien considéré là-bas. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont des problèmes et donc on les met un petit peu sur le côté. C'est plus difficile pour eux. Et ce que tu nous as dit pendant l'entretien qu'on a fait avec Damien pour le livre, c'était aussi que finalement vous fabriquiez vos propres micros, qu'il y avait ce côté-là. Ouais, la débrouillardise la aussi. débrouillardise dont on a parlé toute la journée, finalement. Les bonnettes, pas le les tuning. Au départ, ouais, c'est vrai que les bonnettes n'étaient pas forcément très efficaces. Alors on a commencé à faire des bonnettes. Et d'ailleurs, moi, à ce moment-là, je partageais un appartement avec Stéphane Vandenberg, qui après s'est mis à faire professionnellement des perches et des bonnettes, ce qu'il fait toujours. Et il a arrêté le perche. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'on faisait du petit matériel, mais on ne faisait pas de micro. Mais ce qu'on utilisait en France, c'était le M160, qui était un micro ruban que n'utilisaient pas du tout les Américains, et qui était un ruban avec un très faible niveau, donc il faisait très peur aux Américains parce que le vumètre qui marque justement le niveau électrique du micro ne bougeait presque pas. Donc on enregistrait des séquences, ça avait l'air le vumètre était presque collé en bas et pourtant on arrivait à faire des choses qui étaient très bien. C'est impressionnant quand même d'entendre ça et surtout le développement, j'allais dire, technique et technologique pour l'équipement sonore. C'est-à-dire que non, on a fait comme équipement, c'est-à-dire qu'on devait travailler, on développait du matériel juste pour nous-mêmes. C'est-à-dire que, là, moi, je me rappelle juste quand on est parti faire Don Giovanni, c'était le premier film qui allait se faire en stéréo. On avait enregistré les récitatifs en stéréo. Et à ce moment-là, bon, moi, je me suis trouvé devant un problème, c'est que si on utilisait un couple qu'on appelle le couple ORTF, qui est un couple à 2 micros qui sont éloignés avec un certain angle. Et donc, ces deux micros, ils doivent être toujours dans l'axe de la caméra.
Mais le perchman ne peut pas toujours être dans l'axe de la caméra. Donc moi, j'avais comme problème de devoir me mettre sur le côté, par exemple, et d'avoir ce couple qui reste dans la bonne direction. Donc j'avais trouvé un système pour pouvoir tourner la perche et faire tourner l'axe du micro. Donc ça, c'était des trucs de bricolage qu'on arrivait à utiliser. Donc, peux-tu nous expliquer, donc tu nous as expliqué un tout petit peu, mais redévelopper, donc arrivé en 1977, donc tout jeune perchiste finalement. Voilà. Une de tes premières expériences, c'était quoi, la deuxième, la troisième? C'était mon troisième, quatrième film. Quatrième film. Tu arrives sur... Et là, j'étais sur une équipe de 300 personnes. C'était le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Il est sorti en même temps que Star Wars et il coûtait plus cher que Star Wars. J'ai regardé sur IMDb, justement, ils mettaient le prix. Donc, l'un qui était à 12 millions, et l'autre à 11. Donc, c'est étonnant. Et donc, on s'est trouvé à deux Français sur cette énorme machine. Et en plus, machine américaine qui est un peu spéciale, parce que, par exemple, sur le tournage, ceux qui n'arrivent pas en France, mais sur le film, il y a eu 56 personnes renvoyées. C'est-à-dire que les gens étaient là, puis tout à coup, le lendemain, on nous disait, non, it's 80 seats. 80 seats, c'est une expression américaine qui veut dire it's a memory, il n'est plus là. Voilà. Ça date c'est un truc qui vient de Raoul Walsh, je crois, qui choisissait des figurants pour un gros western, et qui a dit OK, et puis il avait dit 80 seats out. Et donc c'est resté 80 seats out. Parce que donc c'est bien Jean-Louis Ducarme qui est ingénieur du son de oui. l'ensemble moi du je film. suis juste le petit assistant. Oui, mais je veux dire qui est vraiment donc il n'y avait pas d'ingénieur du son américain. Ah non, on était. Non, c'est ça qui est intéressant de. Non, justement... il y en a un qui est crédité Perchman, mais quand on était à New York, il y a des gens qui sont venus nous voir, qui étaient des gens envoyés par le syndicat, qui étaient payés pour rester chez eux. Donc il y avait un ingénieur du son et un Perchman qui étaient payés par le syndicat. Donc comment ça débute cette expérience? Tu rencontres Friedkin, tu rencontres le producteur? Moi, je crois que j'ai rencontré personne. J'ai rencontré personne. Moi, je suis arrivé le premier jour de tournage. On tournait à Paris, au Pré-Catlan. Et on a tourné des scènes qui étaient à Paris. On avait juste, je crois, une semaine ou 15 jours à Paris. Après, on partait à Jérusalem. Et après, New York et Saint-Domingue. Et bon, donc à Jérusalem, ça devait être la 4 ou 5e semaine de tournage. Et un beau jour, j'entends, on m'appelle dans ma chambre d'hôtel et on me dit qu'on m'attend à la réception de l'hôtel. Je suis descendu, il y avait Friedkin qui était là avec Jean-Louis Ducarme et qui m'invitait pour mon anniversaire, il m'invitait à dîner. Ce n'est pas des choses qui arrivent sur les films français. Tout à fait. Hein. La classe. Quand même, ouais. C'est étonnant. Donc il était capable de faire des films énormes et rester quand même très sympathique. Et d'ailleurs, sur ce tournage, ce qui avait été assez étonnant, c'est qu'on allait, tous les matins, on allait sur le tournage à Saint-Domingue en hélicoptère. Toute l'équipe partait en hélicoptère. Il y avait 2 énormes Sikorsky de 15 places qui faisaient des rotations. Donc la feuille de service, c'était 15 pages pour savoir à quelle heure on devait partir à l'aéroport pour partir sur le tournage. Et nous, on partait avec le petit Jet Ranger, qui était un petit 5 places ou 4 places, qui était celui de Friedkin, qui était piloté par un type qui rentrait du Vietnam, complètement allumé. Et Friedkin lui disait toujours de descendre plus bas. Alors on descendait, je me rappelle ce truc où on passait dans les champs de canne à sucre, entre deux rangées de canne à sucre, et on arrivait sur un type qui était sur son âne. On lui faisait la peur de sa vie. Et où on passait entre deux cocotiers. Il n'arrivait pas à passer dans ce sens-là, alors on se mettait sur le côté, on passait entre les cocotiers, comme ça. Alors après avoir fait une opération comme ça, tout ça en écoutant du Billy Cobham qu'on avait installé une stéréo dans l'hélicoptère. Donc on écoutait tout ça, et puis après quand on arrivait sur le tournage, tout le monde était là depuis 2 heures à préparer la figuration, et tous les assistants couraient après Friedkin pour avoir des réponses à toutes les questions. Parce que finalement, quand on lit des articles sur le tournage du film, c'était un peu son Apocalypse Now à Friedkin, ce film. Oui, non, je pense, parce que tout raté. C'est un film où systématiquement, dès qu'il y avait une explosion, l'explosion ratait. Ça paraît incroyable. On mettait 12 caméras,
On mettait 12 caméras, ils mettaient des abris pour que les caméramans puissent être derrière des vitres de protection. Donc les abris coûtaient des fortunes, faits en béton avec une vitre comme ça. Et il y avait 12 caméras qui étaient mises en place. Le départ était donné au revolver. Ils donnaient un revolver, les autres répondaient par des coups de feu. Nous, on était tous mis à des kilomètres. Et puis après, on entendait un gros bruit. Il y avait une fumée terrible. Et puis à la fin, il devait exploser un arbre. Vers la fin, la fumée repartait. Puis on voyait l'arbre, il en restait les trois quarts. Et puis avant ça, on était à New York. À New York, il y avait un accident à faire. Donc c'était un camion remorque et une voiture de police qui avait été repeinte pour être la voiture des gangsters. Et la voiture de police devait entrer dans le camion, partir sur le toit et aller taper dans une bouche d'incendie. Mais on pouvait tourner, ils avaient trouvé l'endroit où on pouvait faire ça, c'était dans le New Jersey, près d'un port, et on pouvait bloquer la circulation que le samedi et le dimanche. Donc on était allé là-bas le premier samedi, et le samedi, on voit, il y avait 2 camions remorques et 5 voitures. On dit, en France, on aurait un de chaque, et puis c'est fait. Mais bon, donc il y en avait 5. Alors, on a fait 5 fois. Les 5 fois, ça a raté. La voiture est partie sur le toit, elle n'a pas tapé la bouche d'incendie. Alors on est revenu le dimanche. Le dimanche, on avait 5 voitures de nouveau. Et le deuxième camion, parce qu'on a utilisé quand même le deuxième camion. Et le dimanche, ça a raté encore, les 5 fois. Oh. Les 5 fois, ça a raté encore. Et donc du coup, on a eu une semaine de vacances à New York. Une semaine de vacances, et parce qu'on pouvait tourner que le samedi et le dimanche. Donc on est revenu le samedi, il y avait de nouveau 5 voitures. Et la première fois était la bonne. Ils avaient fait venir un type spécialisé des voitures sur tremplin. Et donc ils avaient mis un petit truc pour donner de la vitesse. On avait déjà l'impact sur le camion, donc il a donné la vitesse et ça a marché du premier coup. Mais les Américains n'arrêtaient pas de dire « Let's call Rémi Julien ». C'était déjà la star là-bas. Mais du coup, vous avez tourné dans l'ordre chronologique, puisque tu parles de Paris, oui. Jérusalem, Oui, New York et Saint-Domingue. Voilà. D'accord. Ouais, Donc le tournage à Paris, on ne va pas dévoiler tout le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Mais comédien français, c'est Bruno Kremer. Voilà. Je crois qu'il y avait aussi un autre comédien qui s'appelait Amadou. Oui, mais qui n'est pas à Paris. Mais qui n'est pas à Paris. C'est Jacques Amadou, il est à Jérusalem. Jacques-François, l'autre. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Jacques-François. Et donc là, justement, comment ça... Il y a Jean-Luc Bidault aussi. Et il y a Jean-Luc Bidault, absolument. Donc comment ça débute le tournage là la scène, par exemple, où tu vois, sa femme lui donne la montre... Ouais, mais tout ça, c'était gros décor, tournage, très sérieux. Non, décor naturel, tout en décor naturel, dans des chambres d'hôtel. D'accord. On tournait, dans chambre d'hôtel et près Catlan. On a fait la grande scène de restaurant. Non, c'était un film assez classique dans la manière de tourner. D'accord. Là, il n'y avait qu'une caméra en général. Il n'y avait que pour les effets spéciaux, où il y en avait énormément. Et ensuite sur Jérusalem, parce que là, il y a quand même... Après, à Jérusalem, alors là, pendant tout le temps où on était à Jérusalem, il y avait des cascadeurs, parce que sur tout le film, on avait des cascadeurs qui suivaient partout. Et les cascadeurs qui s'entraînaient à se faire souffler par les explosions. Donc il y avait des types qui partaient dans la nature et puis s'ils faisaient balancer en l'air dans tous les sens, on les voyait arriver avec des pansements, des trucs. Mais ils y sont arrivés, ça a bien marché. Et en termes techniques, en termes de matériel avec Jean-Louis, vous aviez... C'était un matériel très simple. On avait des nagras et on n'avait pas énormément de choses parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de micro HF. Donc on faisait tout était enregistré à la perche. Et on mettait des micros cachés et des choses comme ça. Et qu'est-ce que donnait le réalisateur comme intention justement sur les captations sonores? Qu'est-ce qu'il cherchait justement à avoir une ambiance, des éléments? On n'avait pas de demande très particulière. Bon, nous, on essayait de faire des choses, on essayait de ramener le maximum. Mais je ne pense pas. Je ne sais même pas s'il avait une écoute. À l'époque, je pense que le réalisateur n'avait même pas de casque. Je ne pense pas, oui. Donc il faisait une totale confiance, je veux dire. Ah oui. Mais bon, par contre, il avait son monteur on avait une salle de montage à Saint-Domingue. Et donc, il voyait le montage à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu des...
Oh, beaucoup, oui. Oui, oui. Oui, oui, mais c'était un fan du son direct. Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu des défis justement particuliers liés au tournage? Moi, je n'ai pas souvenir. Non, ça se passait plutôt bien pour nous. Nous, on n'a pas été mis sur la sellette. On avait un peu peur. Parce qu'on se voyait, on se disait peut-être aujourd'hui c'est le dernier jour. Parce que chaque fois, même le directeur de la photo et tous les assistants sont partis. Donc à un moment, on s'est dit, ça va être notre tour. Mais on a échappé à ça. Oui, parce qu'il faut quand même se remémorer que c'est un film presque maudit d'une certaine Ah manière, oui, non, que ce soit mais pour le ils tournage ont ou fait pour des choses l'exploitation. incroyables. Ils ont construit ce pont, le pont à Saint-Domingue. Pour aller sur le pont, ils ont dû construire des routes pour atteindre le torrent. Puis après, pendant qu'on était là, ils se sont rendus compte que les gens leur ont dit, mais vous savez, dans le torrent, il aura de l'eau pendant un jour ou deux. Et puis Friedkin, il savait que pour faire sa scène, il avait besoin d'une dizaine de jours. Donc il a dit, ce ne sera pas possible. Donc tout a été construit pour rien. Les routes, c'est un truc. Ah non, c'était... c'est sûr que pour lui, ça n'a pas dû être un bon souvenir. Ouais. Non, mais parce que en fait, c'est vrai que je crois que le budget au départ était de... Bon, il a explosé le budget. Hein. Je pense qu'il était arrivé à 22 millions de dollars au lieu de 12. Oui, je crois qu'il a... Je sais que ça a été voilà, il a pour les doublé. dollars à l'époque. Hein. Et de ce qu'on sait sur le directeur de la photo, mais tu pourras peut-être le confirmer, c'est qu'il, premièrement, la moitié de l'équipe, paraît-il, a attrapé la malaria. Non. Bon, c'est ce qu'on... Alors ça, je crois pas. On a lu des choses. On a lu des choses étranges. Un jour de... On a lu des choses. Que lui-même, d'ailleurs... J'ai souvenir de personnes de malades. Mais bon. On a lu des choses extravagantes. On a lu Pourtant, aussi on est passé dans un torrent. On a eu un moment, on a eu une tempête. On était parti en hélicoptère. L'hélicoptère ne pouvait plus décoller. Ils avaient acheté 14 Jet Ranger. Tu vois, c'est des voitures qui coûtaient un pognon fou à cette époque-là, pour tous les départements. Donc on avait une magnifique pour le son, qui est revenue en France d'ailleurs, qui a été la voiture Jean-Louis. Mais les autres ont toutes été explosées dans les jungles. Tous les jours, il y avait des accidents de voitures. Donc là-bas, pour rentrer du décor, un jour, on a dû traverser un torrent avec un filin. Il y avait tout le village qui était là dehors, etc. C'était la fin du monde, là. Mais bon, je n'ai pas souvenir de gens malades. Non, mais c'est ce qui se dit en effet dans les papiers. Mais on va essayer de confirmer les ragots. On va essayer de confirmer. Je ne sais pas, peut-être. Non, mais il y a eu aussi des choses apparemment assez exceptionnelles, puisque lors du tournage qui s'est passé au Mexique aussi, je pense que c'est pour la scène du pont, apparemment il y a eu une descente de policiers anti-drogue sur le tournage. Et ils ont, si j'ai bien entendu William Friedkin, ils ont demandé à une partie de l'équipe de tournage de quitter le tournage parce que c'était des consommateurs. Et il y avait une politique très stricte de la part des Mexicains à ce moment-là. Et donc il y a une partie de l'équipe qui a fait défection aussi. Moi, je n'étais pas au Mexique. Ce tournage du pont, finalement, il a eu lieu 3 mois après, parce qu'il a fallu aller reconstruire un pont, etc. Et du coup, ils ne m'ont pas fait venir, vu qu'ils devaient mettre des hélicoptères au-dessus du pont pour faire le vent, etc. Il y avait un hélicoptère qui était en stationnaire au-dessus. Donc pour le son, ce n'était pas très intéressant. Enfin, pour vous dire quand même les pérégrinations exceptionnelles sur ce tournage. Et sur le tournage, Friedkin recevait des lettres énormes qui nous faisaient sous-peser. C'était les lettres de Jeanne Moreau qu'il a épousées après le tournage. Voilà, il recevait des pavés de Jeanne Moreau. Qu'est-ce que vous en avez tiré justement comme expérience en tant que perchiste? Et est-ce que ça a été une expérience formatrice réellement déjà, vis-à-vis ça montre un peu ce que peut être un tournage, un énorme tournage, parce qu'on n'avait pas tellement idée. En France, moi, j'avais vu des petits tournages, et là, on voyait quelque chose qui était très différent. Et après, chaque fois, c'est essayer de trouver des solutions dans chaque situation. Et votre travail, votre complicité avec Ducarme, comment on peut la qualifier? Comment c'était? C'était pas quelqu'un de très facile à travailler, parce que c'est quelqu'un qui ne se faisait pas aimer par l'équipe. Donc moi, j'étais toujours dans une situation un peu délicate, parce que les machinistes à qui on demandait un cube ou un truc comme ça, et ils disaient oui pour toi, mais c'est pas pour ton chef. Ah oui, non, il était assez difficile. Là. Et maintenant, ils sont fichés que les gens le détestent.
et il était plutôt détesté. La relation qu'il y avait justement entre ingénieurs son français, perchistes français, et le reste de l'équipe qui est plutôt justement, j'imagine, américaine, comment ça se passait justement? Bon, là, ça passait bien, ça se passait très bien. En plus, on était très copains avec Kremer, Amidou, donc on se voyait beaucoup. Moi, je jouais aux échecs très souvent avec Bruno, qui a souffert beaucoup des 3 mois à Saint-Domingue. Ils ont les traits tirés, hein, quand on les regarde. Quand vous les regardez quand on voit vers la fin du film, on sent que c'est pas que du maquillage, quoi. Ouais. Non, et puis déjà, bon, c'était pas du décor. Le village où on tournait, il fallait se boucher le nez, hein, parce que ça puait partout. Il y avait des cochons en liberté partout. Et là, c'était dur. Et les gens avaient rien à manger. C'était pas facile, la vie pour eux. Et d'ailleurs, par moment, en fait, le film, enfin, vous verrez, je ne vais pas tout dévoiler, mais a des allures de documentaire. Et dans le son aussi. C'est-à-dire qu'il y a un son presque comme dans un documentaire, pas comme dans une c'est fiction. parce que c'est un son beaucoup à la perche. Donc, c'est sûr que c'est ça qui doit donner un peu comme dans les documentaires. Mais il y a une chose qui est assez aussi remarquable d'un point de vue du son que vous allez pouvoir entendre. Est-ce que je pense, enfin, je ne sais pas, Friedkin, est-ce qu'il vous a demandé à un moment donné qu'il y ait une résonance métallique? Parce qu'il y a beaucoup de résonances métalliques, notamment dans la deuxième partie du film, qui sont dues au coup de machette. Enfin, bon, voilà, il y a toute la scène. Bon. On dirait presque qu'il y a de la musique industrielle, en fait, sur cette partie. De toute façon, les Américains mettent beaucoup de monde en post-production. Ils ont des équipes de montage très importantes et il ne serait pas étonnant qu'ils aient composé des choses, des recherches à partir des sons. Mais bon, nous qui faisons le direct, en général, on n'est pas dans la post-production. Jean-Louis, je sais qu'il n'est pas allé aux États-Unis après. Donc tout ce qui s'est fait dans le montage son et le mixage, c'est fait à Los Angeles. Vous n'avez pas du tout été associé à la... Mais c'est un peu pareil en France, hein, quand on travaille sur un long métrage. Bon, en général, le montage image se fait juste après, et pendant 3 mois, après le montage son commence, et le mixage peut arriver 7-8 mois après. Et nous, on est très souvent sur un autre projet. Et donc, vous êtes rarement sollicité justement pour justement vérifier, contrôler les éléments sonores en post-production. Parce que, par exemple, les chefs opérateurs, bon là, on peut le voir aussi bien sûr avec l'AFC. Voilà, il y a vraiment une venue, ils contrôlent. Par contre, pour le son... Nous, déjà, le chef opérateur, déjà quand il vient en étalonnage, en général, c'est dans son contrat, etc. Il est payé, etc. Nous, tout ce qu'on fait en post-production, c'est gratuit. C'est nous qui donnons notre liberté. Donc, quand je suis à Paris, moi, et que j'ai un film en mixage, je vais au mixage, mais j'ai jamais un centime pour ça. C'est notre participation. Mais moi, ça m'intéresse d'y aller aussi. Et pareil, pour le montage son, ou si on a des sons de Sonothèque et qu'on donne au tournage, ils ne sont pas vendus. On les donne. Ouais, donc, selon toi, ce serait une évolution, comment dire, pas un combat, mais disons une évolution nécessaire que les ingé-sons, vous soyez présents au mixage, parce que finalement, votre son peut être déformé. Non, mais ça, je pense qu'il n'y a aucune chance pour que ça arrive, vu que maintenant, ils essayent même de ne pas avoir la monteuse au mixage. Avant, il y avait tout le temps la monteuse au mixage, et maintenant, on l'a fait venir pendant le montage des directs, et puis après, c'est fini. Et puis là, c'est la monteuse, c'est la personne du montage son, des effets, etc. Et donc ça, c'est plutôt une régression qu'une évolution. Oui, complètement. Oui. Donc ça, je ne pense pas qu'on va un jour être payé pour assister au mixage. Non, parce qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais du coup, à un moment donné, en tant qu'ingénieur du son, c'est comme un directeur de la photographie. C'est-à-dire que si ton son n'est pas celui que tu as pris ou qu'il est totalement déformé, d'une certaine mais façon... c'est pour ça qu'on va aussi au mixage, parce que ça nous permet de voir un peu comment est fait le mix entre la perche et les micro-HF. Et c'est pour ça qu'aussi, nous, on donne notre propre mixage. C'est-à-dire que moi, je donne une bande qui est déjà préparée. C'est-à-dire qui s'écoute toutes les pistes ouvertes. Et à quel moment vous êtes passé de perchiste à ingénieur du son? C'est-à-dire comment a été l'évolution justement de votre carrière à ce moment?
Chaque fois, c'est des opportunités. D'abord, j'avais commencé par remplacer Jean-Louis Ducharme, qui avait commencé un film et qui ne pouvait pas le terminer. Donc j'avais commencé, c'était une comédie un peu ridicule. Et puis après, j'ai fait beaucoup de films avec Max Pécasse, que j'ai aimé beaucoup. J'ai travaillé, c'est-à-dire j'alternais. On faisait des films qui étaient des merdes, mais qui étaient bien faites, dans des beaux endroits, avec des belles filles, etc. C'était très agréable, c'était nos vacances. Et puis après, j'ai commencé, c'est surtout, moi, j'ai vraiment commencé au Portugal. Quand je suis parti, j'étais parti faire un petit film au Portugal qui n'était pas terminé. Et puis je suis revenu l'année d'après pour reprendre le tournage. Et là, je suis allé avec Paolo Branco, qui était portugais, qui était à Paris et qui s'occupait du cinéma olympique. Il faisait la distribution du cinéma olympique. Et il est rentré au Portugal et a décidé de commencer une carrière de producteur. Et comme il connaissait tout le jeune cinéma allemand, il a fait venir là-bas, il a fait venir Wenders, il a fait venir Schmidt, Schröter, plein de cinéastes qu'il connaissait, en plus Tanner, Barbet Schroeder. Et donc là-bas, il m'a fait travailler avec Oliveira. J'avais fait un grand film avec Oliveira. Et il produisait en même temps Raoul Ruiz. Et comme sur le film de Raoul Ruiz, il y avait la petite amie de Wenders, Isabelle Weingarten, il avait invité Wim à venir rendre visite à Isabelle et regarder si ça l'intéresserait pas de faire un film là-bas à Lisbonne. Donc Wim est venu et il a rencontré en plus Alcan, il est tombé sous le charme et il a décidé de prendre la même équipe et de faire l'état des choses. Paolo a essayé de me mettre sur le film. Mais il m'a dit mais ça ne marche pas parce que Wim vient avec son ingénieur du son, c'est une américaine qui travaillait sur Nick's Movie, parce qu'il tournait en même temps Nick's Movie, et Ahmet. Donc il avait tourné ça parce que Ahmet était bloqué parce que parce que Apocalypse Now était en train de reprendre, donc il avait perdu son acteur. Et donc, il y avait des comptes à régler avec The Swap. Et donc, finalement, moi, j'ai dit à Paolo, oui, mais j'ai envie de faire le film et je veux bien revenir le faire à la perche. Et j'ai bien fait, parce que comme ça, j'ai connu Wim. Et puis après, le film d'après, il y avait un Anatole Dauman qui faisait une coproduction. Et donc, il devait prendre des Français. Et il a pensé à moi pour Paris 7-16. Entre-temps, il avait vu le film de Tanner, La Ville Blanche. Et je crois qu'il s'est rendu compte je pouvais être ingénieur du son. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Peut-être une petite anecdote sur Paris, Texas, mais qui n'en est pas vraiment une, puisque le tournage a été arrêté. Oui, le tournage avait été arrêté par le syndicat des Teamsters, qui étaient les chauffeurs. Moi, j'avais appris que le chauffeur du camion caméra gagnait 6 fois mon salaire par semaine. Et il restait assis sur les marches du camion, il ne touchait à rien. Il conduisait le camion. Voilà, mais il faisait partie du syndicat des Teamsters. Et un jour, au bout de 15 jours de tournage à El Paso, un beau jour, ils arrivent, on avait l'impression que c'était des croque-morts dans Lucky Luke. Ils étaient habillés tout en noir, ils sont arrivés sur le tournage et ils ont dit maintenant vous terminez ce plan. Et vous allez remettre tout dans les camions, puis on va garer les camions cul à cul pour que vous puissiez prendre rien du tout. Et on est resté 3 jours à la piscine, à l'hôtel, en attendant que l'argent arrive de Berlin pour payer les Teamsters. Et ce qui est intéressant, c'est la fin du film, c'est-à-dire l'ingénieur du son, qui s'en va. La fin du film, ça a été de nouveau le même problème d'argent. Il y avait très peu d'argent, et donc on était là-bas, et donc ils ont dû remercier toute l'équipe, dire que le film était fini, alors qu'il ne l'était pas, et on a continué 10 jours. Moi j'avais plus de Perchman, donc j'étais tout seul. Il y avait donc Claire Denis, Wim, il y avait Agnès Godard, Pim et Roby, donc à l'image ils étaient quand même 3. Mais après il y avait juste un électricien machiniste, et il n'y avait plus d'équipe.
Et on a terminé le film comme ça. On a fait des... Est-ce que c'est pas ça la French Touch, c'est-à-dire se retrouver dans une situation compliquée avec une équipe aux 3/4 française et qui arrive à terminer le film coûte que coûte, j'ai envie de dire. Oui, bon, peut-être que les Américains auraient arrêté. Et alors, oui, c'est peut-être ça. Ouais. Vous étiez motivé. Enfin, je sais que bon, les films qui tournaient avec Cassavetes, c'était un petit peu dans les mêmes genres. C'était des productions difficiles où tout le monde mettait la main à la pâte. Oui, mais ça, c'est quand même quelque chose d'avoir, qui est Agnès Godard, Claire Denis, tout ça, toi, soit resté jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a une photo assez emblématique là qu'on a retrouvée de vous en train de tout faire finalement. Mais ça, c'est une photo, celle qui est sur la... Je l'ai vue sur le site. Ouais, j'ai vu une photo, oui, c'est une photo sur le tournage de Vim, mais c'est le premier jour de tournage, je crois. C'est le premier jour, non, c'est pas le dernier. C'est pas du tout c'est le tout début, c'était le cimetière du diable, ça s'appelait. Le cimetière du diable. Voilà. Au moment où Harry Dean Stanton marche, comme ça, et arrive juste. Mais du coup, nous, avec Damien, quand on t'avait interviewé, on trouvait que... On s'était dit qu'en effet, c'était quelque chose de fait de continuer de persévérer, qu'en effet, des techniciens peut-être américains ou britanniques ou que sais-je, j'aurais pas été jusqu'au bout. Pas vu le chauffeur. De toute façon, mais quand on travaille aux États-Unis, et bon, j'ai des amis qui travaillent aussi beaucoup, et on est étonné du niveau technique des Américains. On était plutôt complexés en arrivant, et après on se dit mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on n'a rien à leur envier. Très souvent, ils ne sont pas d'un niveau professionnel extraordinaire. Là, sur le film d'Oliver Stone, où on avait justement, il y avait 5 équipes ou 6 équipes caméra, je crois, et la seule équipe où, à la fin de chaque plan, il y avait Oliver Stone qui regardait, il avait des écrans pour chaque caméra, et il disait, bon, la caméra de Berthaud, c'était la caméra du cadreur Berthaud, super, et puis après, toutes les autres se faisaient descendre, parce qu'il n'y avait rien de bon. C'était étonnant. Ils sont des gens qui sont quand même dans le haut du panier. Ils sont des gens qui font tous les gros films. Et vous pouvez raconter l'anecdote justement sur le tournage d'Oliver Stone avec les chevaux et comment couvrir aussi les bruits avec les quads, etc. Non, parce que quand on tournait avec Oliver Stone... Sur le tournage d'Alexandre. Voilà, sur le tournage d'Alexandre, on tournait des scènes de bataille où on avait 1000 figurants. Et je ne sais pas, il devait y avoir, 500 chevaux ou 400, je ne sais pas, 400 chevaux. Et le problème, c'est qu'on tournait avec des quads pour pouvoir suivre un cheval au galop. Donc, ils avaient un quad qui était à fond, la caméra était sur le quad, et ils filmaient comme ça Alexandre qui était sur son cheval et qui donnait des ordres de bataille. Et donc, Oliver, il était à 300 mètres de là, sur une colline. Et il avait sa tente. À 300 mètres, il entendait que le quad qui faisait un bruit terrible. Et nous, on était avec Yves Marie qui est là. On avait mis des micros sur les chevaux qui étaient dans la bataille. Voilà, le grand problème, ça a été après pour retrouver sur quel cheval on avait mis les micros. Ça, c'était assez difficile. Mais donc, on avait ces micros sur les chevaux à l'arrière et un micro sur Alexandre. Donc, on avait les ordres qu'on arrivait à sortir juste pour avoir le cri sans avoir le quad. Et comme on avait les chevaux à l'arrière, il écoutait sur son casque. Il disait, mais c'est extraordinaire, j'ai ma séquence alors qu'on n'entend que des bruits de camions. Et il arrêtait les gens quand même pour leur faire écouter. Donc, on avait marqué des points là-dessus. Et surtout que ce qui est bien dans ces films-là, c'est qu'ils ont toujours les salles de montage juste à côté. Et bon, Oliver Stone, il avait carrément quatre salles de montage en même temps, et il faisait monter à des monteurs différents les mêmes scènes. Et donc il avait comme ça 4 idées différentes de montage. Voilà. Et donc après, c'était pas des scènes de rush qu'on avait, c'était une fois par semaine des scènes montées avec musique. Avec nos sons seuls, avec les ambiances, c'était superbe. Et avec une projection en plus qui était de très bonne qualité en HD. Finalement, cette expérience internationale que tu as
finalement, le retour que tu as des réalisateurs étrangers est plutôt gratifiant. Ah oui, oui. Non, mais c'est sûr qu'ils sont toujours étonnés de ce qu'on arrive à ramener et de la qualité de notre son. Je crois qu'en général, c'est vrai. J'ai vu ça aussi avec Ridley Scott. J'avais tourné une scène et j'ai eu des problèmes parce qu'il faisait une scène de pluie et la personne qui faisait les effets spéciaux pluie avait mis une seule source qui tombait, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à dissocier l'eau qui allait sur le parapluie des comédiens de l'eau qui arrosait tout le décor derrière. Donc on avait des trompes d'eau qui tombaient sur le parapluie du comédien et moi j'ai dit attends, comme ça moi je peux pas enregistrer un texte sous ce parapluie, ça m'est complètement impossible. Et bon, comme il était très content du son du film, il a dit c'est pas possible qu'il n'arrive pas à faire du son. Alors qu'on était en heure supplémentaire, de nuit, il a fait arrêter une demi-heure pour changer les arrivées d'eau pour pouvoir avoir. C'était une bonne année, le film qu'il a fait dans le sud de la France. Et est-ce qu'en tant qu'ingénieur son, on essaye de travailler avec les mêmes perchistes ou est-ce qu'on est complètement, dépendant aussi des choix de production? Ou est-ce qu'on soi-même on essaye de négocier? En général, on peut toujours amener son perchman, à part pour les problèmes de syndicats américains. Donc, bon. Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai pas bien compris. Parce que, par exemple, là, moi, j'ai tourné avec Volker Schlondorf à New York. Et j'ai pu amener mon perchman. Et par contre, avec Radu, sur l'histoire de l'amour, j'ai dû prendre un perchman new-yorkais. Alors, je ne sais pas comment il se débrouille. Mais... Oui, mais lui, il est union, Volker. Donc, je ne sais pas. Enfin, c'est ça. On va donc terminer cette masterclass, peut-être par une anecdote d'Almodovar, puisque ensuite on va projeter le film, puisqu'on a commencé ce matin par une citation d'Almodovar. Ah oui. Finissons par Almodovar. Peux-tu nous raconter en quelques secondes le meilleur morceau? Non, c'est parce que Almodovar est sourd d'une oreille. Donc il a un appareil, etc. Moi, quand je suis arrivé, j'étais arrivé sur le film Talons Aiguilles parce que Bouygues avait décidé de faire une société CB 2000 et d'aller produire tous les réalisateurs qu'il aimait dans le monde en se disant voilà, maintenant je me lance dans le cinéma. Donc il avait décidé de produire Almodovar. Et donc c'est comme ça que moi et mon assistant, on est arrivés à Madrid. Mais bon, moi j'avais déjà un CV, j'avais fait déjà beaucoup de choses, mais arrivé là-bas, il ne me faisait pas du tout confiance. Donc il a commencé, on avait commencé par la scène où Victoria Abril annonce qu'elle a tué son mari à la télévision, elle est speakerine et elle annonce en direct à la télé qu'elle vient de tuer son mari. Et le lendemain, juste après, au premier rush, il y a Pedro qui dit mais je ne sais pas, le son ça n'allait pas, c'est sourd, je ne sais pas ce qui se passe. Et il a commencé à... Moi je suis allé au repiquage, on a essayé de voir, mais tout était normal. Et finalement, son monteur a vu les choses. Et finalement, c'était juste la surdité de Pedro qui faisait qu'il n'avait pas entendu bien. Donc après ça, tout allait bien. Et comme tu disais, il a commencé à me parler en argot espagnol. Et à t'entraîner dans la folle nuit de la Movida. Ah oui, parce qu'il a des horaires de tournage qui sont très bien pour la Movida. C'était de commencer à tourner à 15h. Donc on faisait du 15h à 1h du matin, je crois que c'était. Lui, il allait en montage à 1h et puis nous retrouvait en boîte de nuit à 3h du matin. Et on a fait ça tout le tournage. C'était chouette. Oui. En tout cas, merci beaucoup Jean-Paul pour ce retour d'expérience. Ouais. Merci à vous. Donc place au film maintenant, 2 heures. J'espère que vous êtes bien accrochés. Donc très bonne projection. Et puis on vous dit certainement à l'année prochaine. Voilà. Tu veux conclure, dire un mot? C'est très très bien. Donc, merci à vous.